Le manioc peut remplacer le blé. Parce que c'est ça aussi le problème. Le manioc n'est pas assez consommé comme on le pense. Moi, ma chance, c'est-à-dire que je suis arrivé à une époque où les gens ils ont le problème avec le gluten. Personnellement, je crois que j'ai parcouru près d'un tiers de montagne du monde en compétition. Je veux conquérir une autre public, c'est-à-dire laisser le public guadeloupéen et aller conquérir une autre public. Et c'est ce public-là, ça, qui me met en confiance. La technologie est qui pour transformer le manioc est trop lent. Et la consommation du manioc est trop faible. On ne peut pas être sportif de haut niveau et vegan. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études Philao Ingénieur Conseil. Nous accompagnons les entreprises, les territoires pour optimiser leur performance environnementale. Aujourd'hui, nous allons parler d'agrotransformation, nous allons parler de restauration vegan et sans gluten avec un restaurateur, chef vegan sans gluten, Monsieur Widi Grégo. Bonjour Widi, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour Bertrand, bonjour à tous ceux certainement qui vont écouter l'émission, bonjour. Et puis c'est toujours un plaisir pour moi d'être invité à des émissions de ce genre, surtout la qualité de l'émission. Ça me permet quand même de développer et de parler de ce que je fais, parce que quand on mène une activité, on a toujours envie que les gens puissent connaître ce qu'on fait. Alors, vous me présentez l'opportunité, alors j'irai après joie. Eh ben, génial, merci beaucoup d'avoir accepté, ça fait super plaisir. Et en fait, évidemment, ici, on reçoit des acteurs qui s'impliquent sur le territoire pour faire des choses positives. Et c'est bien pour ça qu'on t'a invité. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent en quelques minutes qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? En fait, je travaille le manioc. En gros, je transforme le manioc. Et quand le manioc est transformé, je le transforme sous divers farines. Et quand c'est transformé, j'ai monté une structure qui a l'espace de transformation, production. Et en bas, c'est sur 2 niveaux. Et en bas, il y a le restaurant. Et dès qu'on fait on transforme le manioc, il va descendre dans notre restaurant. Et dans notre restaurant, on va travailler, on va mettre en place des différents mets à partir de ce manioc-là. Et Excellent, voilà. excellent, super. Donc ton restaurant, tout ça, c'est situé à Sainte-Anne, en Guadeloupe? Oui, c'est en Guadeloupe, c'est à Fouché-Sainte-Anne. C'est un peu dans les grands fonds, tout ça. Mais il faut que j'explique un peu mon parcours quand même à travers tout ça. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille qui travaille le manioc. Chaque fois je dis, mais j'ai jamais pu comprendre comment ma famille, des fois je prends le mot coincé et rester coincé dans le manioc. Pourquoi je dis ça? Parce que le manioc, quand même, c'était une alimentation de base de la population entre les deux guerres. Et dans toutes les familles, tout le monde travaillait le manioc. Et ensuite, quand le monde a commencé à évoluer, la Guadeloupe a connu une modernisation, la farine de blé a fait son apparition, les gens ont commencé à trouver du boulot dans les administrations, dans les bâtiments, tout ça. Et petit à petit, ils ont délaissé le manioc. Petit à petit, le manioc a perdu son intérêt. Et pourquoi j'ai employé le mot coincé? Et ma famille est restée dedans. Okay. Bon, je regarde et depuis petit, j'accompagne depuis ma grand-mère, ma mère, mes tantes sur le marché. Depuis gamin, je vais vendre sur le marché avec mes parents. Et cette chose m'a toujours habité, cette activité m'a toujours habité en me disant, je reprends toujours l'expression en disant que si mes parents étaient médecins, j'allais être médecin. Mais comme ils vendaient sur le marché, c'est tout naturellement que je me retrouve aussi à vendre sur le marché et me trouve dans une activité rurale comme la transformation du manioc. Et mon défi à travers tout ça, en me disant que je suis une nouvelle génération, je vais reprendre le manioc, mais il faut apporter un plus, parce que le manioc, quand même, ça reste une activité où, on peut dire, économiquement, c'est pas viable. Parce que, je dis ça, pour preuve, quand on regarde en Guadeloupe, par exemple, tout le monde aime beaucoup la cassave, mais on trouve la cassave nulle part, parce que, tout simplement, c'est ce qui explique, c'est le côté viabilité de l'activité. Alors, pour moi, il fallait répondre à ce défi-là. Et oui, à ce défi économique pour que je puisse faire de ça avant tout pour moi un véritable métier. Et plus loin, voir que si nous pouvions faire un développement économique autour. Pourquoi? Parce que quand même, le manioc reste un produit où c'est le paysan qui maîtrise la culture, il maîtrise la transformation et il maîtrise la commercialisation. Alors je dis, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de base où la population peut s'en emparer et pouvoir maîtriser
tous les domaines de cette activité parce que ça fait partie de la tradition. Mais Ouais. c'est vrai, il faut répondre aux défis, il faut le rendre viable. Voilà. Ouais, exactement. Et c'était quand même un gros défi parce que c'est vrai, comme tu dis, autant avant l'arrivée des farines de blé, etc., c'était la principale farine utilisée. Et aujourd'hui, c'est quand même tellement facile d'aller chercher des alternatives. Ça devient même un luxe quelque part quand on voit des sachets de farine de manioc qui sont plus chers que les autres. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, en fait, comment est-ce qu'on rend ça rentable sans le vendre à 10 euros le kilo? Et la solution que tu as trouvée, c'est de maîtriser toute la chaîne, comme tu disais. Donc, tu vas jusqu'à... Et même à innovation, parce que tu vas créer des plats à partir de manioc pour le mettre en avant. Alors, moi, la question que je me pose quand même, c'est comment tu as eu ce déclic? Parce que tu as grandi dans le manioc, on va dire, et sur les marchés, etc. Mais comment tu es arrivé à un moment donné à te dire, bah, là, moi, je vais le faire revivre, je vais innover, puis je vais en faire une profession et démontrer qu'on peut créer de Ouais. l'activité avec ça. Je comprends parfaitement bien, mais j'ai toujours du mal à expliquer ça parce que avant tout pour moi ça a été une passion. Je l'ai vécu vraiment comme une passion Ok. et alors tout mon âme, tout mon corps, tout mon esprit a été dedans. C'est-à-dire que je suis pas arrivé en me disant oui je vais faire ça parce qu'il faut développer le pays, il faut développer Ouais. ça. C'est pas ça, n'a Ouais, pas ouais. été ça du tout. Ouais. C'est plus juste une passion qui m'a beaucoup habité et en même temps j'ai toujours compris que si on arrive à développer ça, ça peut être un atout assez important parce que quand même, la valorisation de net ou la valorisation d'un pays, c'est qu'on arrive quand même à avoir des vraies valeurs, qu'on arrive à développer des choses qui viennent de soi-même. Mhm. Alors, j'ai beaucoup compris ça. Et surtout, moi, personnellement, dans mon expérience, dans mon parcours de vie d'homme, aujourd'hui, j'ai 63 ans, je suis né dans les années 62. Et de 62 à 70, quand même, dans le pays, il y a eu un fort mouvement où les gens croyaient que le pays allait devenir autonome, le pays allait devenir indépendant. Et je grandis dans cet environnement. Ok, ouais. Je grandis dans ça. Alors, j'ai toujours compris que nous jeunes, j'étais jeune à cette époque-là, ce serait bien qu'on tienne des différentes branches, c'est-à-dire des branches au niveau culturel. C'est-à-dire quand je dis niveau culturel, ça veut dire parler le créole ou jouer le goka. Mais dans le manioc aussi, il faut tenir ce qu'on appelle aussi l'économie, en fait. Il faut penser l'économie. Et quand on pense économie, il faut penser une économie qui sort de soi-même, qui sort de son sol. Alors, s'il y a eu une démarche politique ou philosophique autour de ça, je dirais c'est ça. Mais pourquoi c'est ça? Parce que c'est naturel pour moi. J'ai grandi durant cette époque-là, ça. Et quand je prends le manioc, quand je commence à travailler le manioc, si vous voulez, c'est vrai, à l'époque, je dirais que c'était quand les gens regardaient cette activité, c'est pas qu'ils quittaient cette activité parce que, bon, on dirait que, bon, tu es resté dans le manioc, tu étais tout ça, mais l'avenir était trop incertain dedans. Je veux dire, c'était trop incertain dedans. Alors, c'est tout à fait normal que les gens, ils ont été chercher du boulot ailleurs. Mais moi, je ne sais pas, je sais comment expliquer ça, mais j'ai toujours senti qu'il y a quelque chose à faire dans le manioc. C'est ça, c'est ça. En fait, t'es né là-dedans et t'as été poussé, c'est une passion. Mais en même temps, quand même, malgré tout, ça demande aussi beaucoup de persévérance, j'imagine, parce que pour arriver à faire ce que tu as fait maintenant, j'imagine que tu es passé à travers plein d'étapes. Et là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, parce qu'on s'en est parlé un petit peu rapidement avant, où tu as quand même un parcours sportif assez impressionnant et sur une discipline encore plus particulière. Je te laisse expliquer. Ouais. Donc, ça me fait rigoler parce qu'en même temps, je comprends, mais des fois, je ne cherche pas trop d'explications à ça. Je dirais toujours, ça a été naturel chez moi. J'ai toujours senti que j'ai des aptitudes physiques qui vont me permettre de faire des choses assez particulières, assez spéciales. Et dans ma vie, j'ai toujours croisé les doigts et dit, bon, pourvu qu'un jour que la porte s'ouvre, pourvu qu'un jour que les portes s'ouvrent pour que je puisse exploiter des potentiels que je sens en moi. Et la course à pied, surtout le trail, il est arrivé un peu comme par hasard. Il faut dire qu'avant que je faisais quand même la compétition, je ne suis pas resté comme ça et venir et faire la compétition. Mais comment je pourrais expliquer ça, comme ma compétition, je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, alors du coup, je cherche beaucoup mes mots pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même le faire. En fait,
moi, quand j'ai commencé à courir à pied, en Guadeloupe, c'est dans les années 1981, la Guadeloupe, ça commençait à connaître la course sur route. À l'époque, il y avait des gars comme M. Dolphilma, il y avait M. Oumil, Eddie Boulette, il y avait des gars comme ça. J'ai commencé à cette époque-là, ça. Mais voilà un moment dans ma vie, une rencontre vient un peu bouleverser ma vie où je rencontre une communauté Rastafari et je quitte tout ça et je Ok. pars vivre en autarcie, disons à côté, comme on vit monarcal avec cette communauté Rastafari. En Guadeloupe? En Guadeloupe, cette famille s'appelle la famille Dia. Et je vis pendant une bonne dizaine d'années avec cette famille Ok. en autarcie. D'accord. Et je me remets en question. Ça m'a permis de me remettre en question quand je vais revenir vivre dans le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais développer? On parlait beaucoup de retour en Afrique. J'ai fait l'expérience du retour en Afrique Ah ouais, ok. quelques temps. Ok. Et ça m'a permis quand même de glaner certaines connaissances. Et quand je reviens, c'est tout naturellement que je me suis mis dans le manioc, mais avec toutes les connaissances que j'ai pu glaner durant À travers le monde et les à voyages. travers le monde et les voyages, ouais. Mais alors, ce que tu me disais quand même, là que tu es passé vite dessus, mais c'est quand même pour moi très impressionnant que les trails dont tu parles, on parle pas de faire un marathon de 40 km, c'est des trails de 100, 200, 250 km à travers le désert, à travers des montagnes ou autres. Et que ça, c'est quand même une discipline sur le mental qui est énorme. Aujourd'hui, je le regarde avec recul, je me suis dit, ouais, il faut avoir un goût mental, parce que quand je regarde les autres le faire, aujourd'hui, je le fais plus, je dis, ouais, il faut avoir un goût mental pour faire ça. Mais c'est vrai, je faisais des courses extrêmes, c'est les 250, les 170 km dans les montagnes, un peu dans les Pyrénées. Enfin, je dirais, personnellement, je crois que j'ai parcouru près d'un tiers de montagne du monde en compétition. J'ai fait un peu les déserts, j'ai fait un peu comment dirais-je, le jungle marathon, c'est-à-dire l'Amazonie au Brésil. Mais c'est vrai, j'ai fait tout ça. Je dirais des fois, j'aime employer le mot pour exister, en fait. Ok. C'est-à-dire que je deviens Rastafari, mais le Rastafari n'est pas bien vu en Guadeloupe. Les gens te regardent, mais ils ne te prennent pas au sérieux. Mais à l'intérieur de moi, j'ai une détermination, j'ai envie de faire des choses bien. Et le sport s'ouvre à moi. Et quand le sport s'ouvre à moi, j'ai voulu mettre tout mon âme dedans, me disant que je vais leur démontrer que je suis capable de quelque chose, parce que les gens me regardent Comme si tu valais rien. Voilà. Et je vais conquérir, en fait, je veux conquérir un autre public, c'est-à-dire laisser le public guadeloupéen et aller conquérir un autre public. Et c'est ce public-là, ça, qui me met en confiance. C'est pas pour rigoler. Des fois, par exemple, je dis souvent en Guadeloupe, les gens m'appellent Rasta. Et il y a Rasta. Et puis quand je vais faire des compétitions à travers le monde, on m'appelle monsieur. Alors, tout de suite, je vois la différence. Alors, ça nourrit une espèce de confiance en moi. Du coup, j'ai mis à côté toutes les faiblesses. Je me suis dit, quand je vais retourner dans ce pays, tu vas tout... je vais travailler le manioc et mettre ça à un autre niveau. Pourquoi? Parce que la compétition, comme vous dites au début, ça nourrit un mental, ça nourrit un état d'esprit. C'est-à-dire, quand tu prends le départ avec 2000 personnes et tu arrives, par exemple, tu gagnes ou tu arrives dans les 10 premiers, tu es obligé d'avoir confiance en toi. Et quand tu es sportif, quand tu es bon, ça ne s'invente pas. Si tu es bon, c'est parce que tu t'es levé tous les matins, t'entraîner, tu t'es bien préparé. C'est ça, c'est la discipline. Ça ne s'invente pas. Alors du coup, quand j'ai mis la même détermination que je mettais dans la compétition, dans le travail du manioc. C'est pourquoi, quelque part, je ne suis pas étonné de voir la réussite de ce projet-là. Je pense qu'il y a un lien. En fait, en même temps, c'est ta personne. C'est-à-dire que la même détermination qui t'a fait courir 250 km, c'est la même qui te fait faire aujourd'hui le manioc. Et pour moi, c'est super inspirant de voir ça parce que on voit qu'en se bougeant, en se mettant une discipline, voilà, les choses s'organisent devant nous, quoi. La vie est bien faite. Et alors, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui font comme ça, qui se mettent dans la course, dans le marathon, parce que c'est les mêmes luttes un petit peu de pas abandonner, même si c'est dur, même si... Oui, c'est une lutte intérieure parce que quand on entreprend, c'est jamais facile non plus. Il faut trouver les moyens, il faut trouver le public, il faut trouver du monde, il faut se donner. Je crois que c'est les mêmes démarches et je comprends tous les gens qui entreprennent. Ils savent qu'ils sont obligés de faire des sacrifices, de l'abnégation, des sacrifices sur soi-même parce que c'est que comme ça qu'on peut gagner. C'est par cette force qu'on peut conquérir, ça c'est sûr. Carrément. Alors concrètement, tu t'es revenu en Guadeloupe et là tu t'es dit je travaille le manioc. Ce qu'on connaît du manioc, alors peut-être que les auditeurs, certains, je pense la plupart connaissent, mais certains ne connaissent peut-être pas la cassave
Tu peux nous dire concrètement, déjà, qu'est-ce que c'est et comment on la fabrique? Oui, déjà le manioc, pour bien comprendre, Ouais. le manioc Mm. en Guadeloupe. Le manioc a été l'alimentation de base de la population. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore la farine de blé et la population, c'était la farine de manioc, faisait la farine de manioc et la cassave était peu développée, mais c'était la farine de manioc qui servait à la population d'alimentation de base. Ok. Ensuite, quand la farine de blé est arrivée, mais l'île s'est développée, s'est modernisée et cette activité a été laissée pour compte. Mais ça se comprend parce que ça n'a été jamais une activité économique, ça a été en résistance alimentaire. Alors, quand l'île a commencé à changer, a commencé à se moderniser, les gens ont été travailler dans les administrations, ceux qui, dans le bâtiment. Alors, petit à petit, les platines à manioc ou l'activité manioc a perdu du terrain. Et moi, ma chance, c'est que ma famille est restée dans cette activité, a toujours continué depuis ma grand-mère, ses enfants, tout ça a continué dans le manioc. Et je me suis dit un jour que je vais travailler ce manioc. Et ma génération, quand ma génération est arrivée, c'est la génération, parce qu'avec le manioc, les gens faisaient la farine de manioc, qui était consommée comme le riz ou dans du lait, tout ça, et la cassave, qui était considérée comme le pain d'autrefois. Mhm. Ma génération, c'est la cassave, en fait, où les gens ont découvert la cassave. Si tu veux, cette galette qui est à base de fécule de manioc, que les gens aiment ça beaucoup. Et nous, notre chance, surtout moi, ma chance, c'est-à-dire que je suis arrivé à une époque où les gens ils ont le problème avec le gluten, mais aussi une espèce de retour aux traditions. Il y a aussi cherché les valeurs, par exemple, au niveau écologique. Alors, il y a un public tout fait qui a été fait là pour moi, pour que les gens ont fait ce retour vers les activités comme le manioc, la transformation du manioc. Et je peux dire que... En fait, tu es arrivé au bon moment aussi là-dessus, tu as surfé là-dessus. J'ai surfé là-dessus. Et alors, tu as commencé, parce qu'on peut te voir à l'entrée du bourg de Sainte-Anne, en rond-point, là, souvent tu as ton stand ici et tu vends directement tes produits, les cassaves, peut-être de la farine aussi. Mais alors, donc tu as commencé, tu es rentré en faisant cette activité-là, et à un moment donné, tu as switché et tu as créé l'activité de restauration. Oui. Comment tu as fait cette évolution, ce switch, et qu'est-ce qui t'a fait la faire? Oui, en fait, il fallait faire ça, il fallait se faire connaître. Ouais. Alors pour moi, aller vendre la cassave au bord de la route, ça a été pour moi une partie fondamentale. Il fallait le faire parce qu'il fallait me faire connaître, mais aussi gagner de l'argent. Il fallait gagner de l'argent parce que souvent on dit un projet, c'est de l'argent. Moi, je dis souvent, oui, c'est de l'argent, mais c'est mettre de la détermination, mettre la foi dedans. Mm-hmm. Pourquoi j'en parle beaucoup? Je dis ce projet, j'ai conçu ce projet à coup de vente sur le marché, à coup de RSA. Je suis resté longtemps à toucher le RSA. Et c'est avec le RSA, en mettant tout le temps, je vends sur le marché, je gagne le RSA. Je me suis créé un réseau étant que sportif. Et c'est un peu avec ça que j'ai pu créer ce projet, quoi. C'est-à-dire ce projet. Pourquoi ce projet? Parce que le manioc, pour moi, si on n'a pas créé l'outil de transformation pour le manioc, c'est comme si j'ai envie de dire, tous les outils de transformation du manioc, ça date plus de 200 ans depuis à l'époque des Caraïbes. En fait, ça n'a pas bougé, ça n'a pas évolué. Alors, ça reste un travail très, très, très pénible. Alors, c'est difficile que les jeunes ou d'autres générations puissent s'engager dans cette activité parce que ça reste pénible et c'est pas fun, quoi, en fait. C'est pas fun. Et dans ma tête, moi, il faut aller là, il faut créer une nouvelle structure, il faut qu'il soit moderne, il faut qu'il soit fun, il faut qu'il soit agréable pour que les jeunes puissent adhérer à cette activité. Donc, tu as modernisé là, parce qu'en fait, faire de la farine de manioc, c'est long. Oui, c'est très, très et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait un risque de toxicité, que la manière dont tu la transformes. Si tu le fais mal, genre on disait aux enfants de ne pas s'approcher. Moi, ça me fait oui. Je comprends. J'ai toujours entendu parler de ça. Mais je vais être sincère. Moi, c'est seulement en Guadeloupe que j'ai entendu ça. Ah ouais?
C'est seulement en Ah Guadeloupe. ouais? Tous les pays où les gens travaillent le manioc, où le manioc est présent, c'est-à-dire quand je dis le manioc est présent, si tu vas, par exemple, tu vas à Saint-Domingue, tu vas à Porto Rico, tu vas même en Afrique, le manioc, il est présent même dans les hôtels, dans les restaurants, il est toujours présent. J'ai jamais entendu ces histoires-là, ça. C'est toujours en Guadeloupe, j'ai Ah ouais, entendu des d'accord. histoires de Donc c'est pas forcément... camanioc ou de manioc. Je dis pas que ça n'existe pas, Ouais, hein, mais je peux dire, moi personnellement, je travaille le manioc depuis une vingtaine d'années. Et puis, je n'ai jamais connu ça, quoi. J'ai jamais... Effectivement, mes parents m'ont toujours parlé qu'il y a une variété amère, une variété douce, et le camanioc, tout ça. Mais ça fait quand même pas mal d'années en Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est la contribution de la Chambre d'agriculture qui a introduit une variété. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Toutes les d'accord. variétés de manioc qui sont comestibles, quoi. Ça Ouais, se ouais, mange d'accord. sans Ouais, problème. ouais. Mais alors du coup, pour faire de la farine, le procédé, il est... J'ai vu une de tes vidéos d'ailleurs sur ta page Instagram où tu montres comment tu fais, mais c'est super long en fait, c'est super éprouvant. Oui, c'est des procédés qui restent. Oui, ça reste quand même un travail très, très laborieux. Mais je reconnais qu'il existe une technologie très moderne où on peut améliorer les capacités de production. Où Est-ce on que c'est ce peut... que tu as fait, toi, déjà dans ton labo, ou est-ce que tu le fais encore de façon Je traditionnelle? le fais de façon traditionnelle. Mais j'irai vers ça. J'irai vers ça. Ça, c'est sûr que j'irai vers ça. Mais il faut aller par étapes. Mhm. Aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt dans le manioc, un exemple, j'avance des chiffres comme ça, est-ce qu'on a intérêt dans le manioc d'investir pour des 150 000 euros, par exemple, de matériel moderne, tout ça, et de l'autre côté, tu sens qu'il n'y a pas une consommation de la farine de Mhm. manioc au niveau de la population. Vous voyez, c'est-à-dire même si Ouais. les gens disent que ouais, je mange de la farine de manioc, mais sachez que tout le monde, ils ont de la farine de manioc chez eux, mais c'est dans un bocal, c'est pas dans leur C'est pas dans... consommation Ouais, c'est vrai, du hein. quotidien. Ouais. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour aujourd'hui de faire cet investissement quand c'est déjà que ça va pas, on aura du mal à le rentabiliser. En plus, la culture du manioc est très disparate en Guadeloupe. Mhm. C'est-à-dire, C'est si vrai. tu veux, cette filière n'est jamais organisée. C'est-à-dire, ceux qui plantent le manioc ne connaissent pas qui transforme. Ceux qui transforment ne connaissent pas ceux qui plantent. Alors, il y a beaucoup de petits paramètres comme ça à résoudre. C'est pourquoi je dis les gens que je vais étape à étape. J'ai construit le bâtiment Ouais. moderne qui pouvait un moment qui va Accueillir ça. acquérir tout ce matériel-là, ça, mais je dis, vaut mieux on doit mener les choses par Par étapes. étapes. Il faut l'amener par étapes pour pouvoir Ouais. être sûr Ouais, je qu'on comprends. va gagner, quoi. Ouais, je comprends. Mhm. Et pourquoi tu penses que les gens l'utilisent pas le manioc? C'est vrai, hein, enfin moi, je vais pas parler de moi, mais j'ai un bocal avec de la farine de manioc et je peux m'en servir à l'occasion, mais je sais pas cuisiner. Mais ça, c'est mon cas particulier. Mais toi, dans les retours que tu as des gens, qu'est-ce qui fait qu'ils l'utilisent pas? Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher? Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué à cuisiner que du blé quand on a du blé à disposition? C'est quoi le... Oui, donc je crois que c'est une question de connaissance. Et puis je dis, bon, j'ai envie de dire patience. Pourquoi patience? Je dis, bon, c'est nous, par exemple, quelqu'un comme moi, qui doit mettre en place des recettes pour aller au-delà de farine de manioc et pois rouge. Je dois mettre les choses en place qui va permettre aux gens d'utiliser la farine de manioc parce que c'est pas la faute de personne, quoi. Si la farine de manioc est dans le placard, c'est pas la faute de personne parce que tu sais pas quoi faire avec. Alors c'est des gens comme moi engagés que nous devrions encore continuer le travailler pour pouvoir proposer pas mal de recettes à partir de farine de manioc. Moi, j'en ai mis pas mal, mais ça reste quand même expérimental. Je ne peux pas dire que je vais dire aux gens, achetez le farine de manioc, entrez chez vous dans votre cuisine, mettez 300 grammes de farine de manioc, comme ça, et bien, vous allez réussir votre recette. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ok. C'est pas encore le cas. C'est pourquoi le restaurant qui a été mis en place me permet d'élaborer mes recherches, des choses que Tu expérimentes du coup. j'expérimente. Je le fais, c'est comme si chez moi, le manioc, il est transformé. Quand il est transformé sous diverses formes, après ça, ça passe dans le restaurant. J'essaie des plats avec, des menus. Et le public, il vient, et c'est ça, ils viennent voilà. Ouais, et du coup, tu vois ce qui marche pas, ce que les gens pas, aiment. tout ça. Mais je dis aux gens, bon, soyons patients parce que c'est pas comme ça qu'on met en place des recettes, quoi. La farine de blé, c'est pas comme ça, elle s'est imposée. C'est avec le temps, hein. Ça a pris du Oui, temps avant de s'imposer, hein. ça fait plusieurs générations même des Oui, fois. voilà. Et justement, quand tu regardes traditionnellement ici le manioc à l'époque, comment il était mangé? C'était sous base de farine, on faisait de la cassave, mais
il y avait d'autres façons de l'utiliser, des gâteaux, je sais pas. Non, c'était beaucoup base de farine. C'est-à-dire, à l'époque, les gens, ce qu'on avait envie, on avait envie tout le temps de remplir l'estomac. Ouais. Alors, les gens, la farine de manioc, ça tombait bien. Et comme je le dis au départ, il n'y avait pas le riz, il n'y avait pas le pain comme ça. Alors, la farine de manioc, c'était vraiment le truc que tout le monde mangeait pour se remplir l'estomac, en fait. Et ça a évolué. Après ça, le pays est devenu modernisé un peu. Et petit à petit, la farine de manioc a perdu sa place, quoi. C'est pas une question de connaissance au niveau de la population, mais c'est un peu le cours de l'histoire, le cours de la vie, c'est fait comme ça. Ouais, bien sûr. Mais il n'y avait pas de plat typique, tu vois, où tu utilises la farine de manioc. Ah ben oui. Si. Ah ben oui, ouais, c'est il y ça. avait la féroce d'avocat. Ouais, Quand il y a la féroce période d'avocat, d'avocat, ouais. oui, tout le monde, c'est la période où je vends plus de farine de manioc. C'est une plat que les gens connaissent bien au pays, la féroce d'avocat, ou l'accompagner avec l'haricot rouge, tout ça. J'entends des gens qui expérimentent la farine de manioc en pâtisserie. Bon, mais c'est un peu compliqué parce que souvent, ils vont associer la farine de blé et la farine de manioc. Ils vont faire des super bons gâteaux. Mais 100% farine de manioc, c'est un peu plus compliqué. C'est comme je dis aux gens souvent, la farine de blé, c'est la farine de blé. Il y a des choses qu'on peut réaliser à la farine de blé, mais la farine de manioc, c'est pas parce qu'on le fait avec la farine de blé qu'avec la farine de manioc, on va pouvoir le faire. Tu vas pas remplacer le blé par le manioc. Non, pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. C'est deux, ils ont des, je sais pas comment le terme précis, mais ils ont pas les mêmes éléments. Comme la farine de blé a le gluten, la farine de manioc a l'amidon. Avec l'amidon, on ne réalise pas les mêmes choses qu'on va faire avec une farine qui possède le gluten, quoi. Ouais, bien sûr. Dans les gens qui viennent te voir et qui consomment, donc qui viennent te voir sur ton stand et qui achètent, et les gens qui viennent dans ton restaurant, est-ce que c'est des locaux ou est-ce que c'est beaucoup de touristes? C'est quoi la... Ouais, c'est partagé, mais en fait, je dirais plus en clientèle locale. Ok. C'est vrai, au départ, ce projet-là, quand je l'ai monté, je pensais faire de ça un projet touristique. Mais à ma grande surprise, c'est beaucoup les gens du pays qui viennent. Oui, ils se sont emparés de ce projet, beaucoup les gens du pays. Et surtout encore, je dis, par exemple, j'ai encore surfé sous la vague du Covid. À l'époque, il y a eu je commence ce projet véritablement en 2020. C'est confinement. Ensuite, quand le confinement a pris fin, les gens ne veulent plus manger la nourriture industrielle, les gens veulent manger des produits faits maison. Les gens, vous voyez, alors du coup, j'ai surfé un peu sur ça. Oui, c'est ça. Les gens c'était dans les valeurs qu'on voulait retrouver. Et c'est vrai que pendant le Covid, ici, à un moment donné, on a eu beaucoup moins d'approvisionnement sur plein d'aliments. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire localement avec ce qu'on a ici, Oui, ça dit, il y a une espèce de remise en question totale. C'est comme si les gens se sont dit, nous sommes une île, bon, on a le Covid, on se rend compte, ça veut dire demain, est-ce qu'il ne faut pas qu'on développe nos propres produits pour pouvoir assurer, si vous voulez, en dépendance alimentaire. Et je pense que le public guadeloupéen qui vient chez moi, c'est beaucoup dans ce projet. Ils sont, même s'ils ne me le disent pas, mais ils sont dans cette démarche, quoi. Ça veut dire aider un projet comme la mienne pour pouvoir quand même qu'on puisse développer en dépendance alimentaire. Surtout déjà, on me parle beaucoup de l'écologie parce que le manioc, il n'a pas d'impact écologique vraiment là-dessus parce que ça c'est un produit qui sort de la terre de chez nous. Ensuite, quand on le transforme, tu n'as pas besoin d'une unité de transformation qui va consommer beaucoup d'énergie ou bien qui va encore polluer. Non, c'est juste un petit moulin à manioc, une presse et c'est vite, tu transformes ça avec une chaudière qu'on appelle ça platine chez nous et tu fais sécher la farine. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un atout super intéressant qui est le manioc parce que ça répond aux problèmes environnemental, mais en plus, par exemple, tous les déchets de manioc, tu vas utiliser pour enrichir, pour amender la terre. Alors, tous les gens qui fréquentent ma structure, ils sont beaucoup dans cette démarche. Je crois que c'est pourquoi ils viennent, quoi, pour continuer à soutenir cette démarche, quoi. Oui, complètement. Et puis, ça démontre que ça fonctionne, parce qu'à la fin, économiquement, je crois que tu as un cuisinier aussi avec toi Oui.
Donc, tu as pu faire des Création recrutements, d'emploi. création Oui. d'emploi, ouais, c'est ça. Alors, pour le moment, nous sommes 3 embauchés dessus. Ça veut dire 3 personnes embauchées. Ça veut dire, quand je dis embauchées dans les normes, un salaire, quoi. déclarées, qui ont Ouais, un c'est ça. salaire. Et je trouve que C'est bien. c'est très, très, très bien, je Ouais. trouve. Ça veut dire que penser avec le manioc, on allait pouvoir arriver là. Je trouve ça, pour moi, je trouve ça très bien. Ouais. Et c'est déjà, j'allais dire une victoire, non pas pour me mettre en avant, c'est pas dans ce sens-là. Mais quand même, par exemple, moi, j'étais jeune, j'ai beaucoup donné de mon temps à droite, à gauche. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais cotisé. Personne ne m'a fait comprendre que non, attention, il faut que tu travailles, il faut que tu cotises, il faut que ce soit déclaré, tout ça. Alors, depuis que j'ai commencé mon activité, je dis, je vais pas procéder pareil. Quand si je prends les jeunes, il faut que je m'assure que je puisse les déclarer, qu'ils puissent cotiser pour leur retraite, finir ces histoires de coups de main, donner un petit coup de main, tout ça. Je peux pas utiliser les jeunes comme ça. Et quand je dis victoire dans ce sens pour moi, parce que j'ai pu embaucher déjà un seul jeune, l'autre salarié c'est ma femme et moi, nous sommes à 3 dedans. Et c'est important de voir qu'une activité qui prend naissance des produits du pays, tel le manioc, aujourd'hui, il est capable de créer un emploi, 3 emplois, quoi. Ouais. C'est encore grâce à beaucoup la participation des Guadeloupéens. Ah oui. Ça, je reconnais, je m'incline devant, quoi. Bah ouais, c'est super. Tu proposes quelque chose qui les intéresse, donc ça fonctionne. Mhm. Est-ce que toi, tu essayes aussi, justement, parce que tu cuisines le manioc, mais avec plein d'autres aliments, tu t'approvisionnes chez des gens particuliers? Comment tu fais tes choix d'approvisionnement? C'est du local, tout? Ou tu arrives à avoir 100% local ou pas forcément? Honnêtement, c'est assez compliqué. Quand tu es, par exemple, tu es restaurateur ou bien tu es sur un marché, ce marché local en Guadeloupe, il n'est pas encore bien organisé pour répondre à nos besoins. C'est-à-dire souvent, même s'il y a des gens qui font l'agriculture bio, tout ça, des gens ne le connaissent pas et ils n'ont pas d'espace de marché où tu peux dire, où tu peux aller et prendre et revenir à ta structure. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas encore vraiment organisé. Alors du coup, j'achète beaucoup chez les maraîchers ou les primeurs, mais je reconnais que chez les primeurs, c'est beaucoup de l'importation. Mais je fais un choix, il y a ceux quand même qui arrivent à vendre des produits du pays de qualité, alors je vais choisir ceux-là. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore le marché. C'est juste une question d'organiser le marché. C'est pas encore organisé, ou c'est parce qu'il n'y a pas assez la production, c'est ça, localement, ou... Tant que ce n'est pas organisé, Ouais, on ne peut pas mesurer ouais. les besoins. Tant que ce n'est pas organisé, c'est comme le manioc. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire quelle quantité de manioc que les Guadeloupéens consomment. Tu comprends? Si on sait quelle quantité, alors on peut dire, bon, Guadeloupe, il faut qu'on plante telle quantité de manioc. Mais le fait que la filière n'est pas encore organisée, la communication est très compliquée entre nous qui travaillons le manioc, parce que ça reste toujours un mystère, ça reste toujours un secret, comme si... Alors du coup, il n'y a pas un dialogue ouvert, ça, ce que je appelle un dialogue ouvert. Je peux dire, par exemple, moi je sais, je passe à peu près, en tête rapide comme ça, je ne sais pas trop, mais je passe à peu près 900 kilos par mois, si on additionne ça par année. Moi, quand j'ai regardé mes chiffres, je suis près à 40 000 euros qui est réparti sur les artisans, les paysans avec qui je travaille le manioc. Alors je dis quand même, 40 000 euros, quand tu peux répartir 40 000 euros sur les paysans comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, quoi. C'est pas parce mal. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément trop d'autres moyens de les vendre. En fait, si tu les vends aussi sur les marchés, sur les... Non, parce que ça reste quand même quelque chose qui est très archaïque toujours. Je veux dire que, par exemple, à l'heure que je parle, si un d'entre nous veut dire je vais acheter une cassave, la seule endroit où il peut aller à ce moment où je parle, c'est à Capesterre. Et pourtant, les gens consomment beaucoup ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits qui tiennent la route. Petit bourg, il y en a. Petit bourg, un peu, mais s'ils tiennent la route. Mais je veux dire, c'est très, très, très isolé, cette activité. C'est vrai. Très marginal. C'est pourquoi il faut ouvrir la réflexion franchement là-dessus, parce qu'il y a une demande, ça existe chez les gens. Il y a un réflexe de vouloir manger la cassave. Tu mets la cassave et le pain là, les gens de Guadeloupe, ils vont manger la cassave. Il y a ce réflexe. Mais je dis, bon, il va falloir quand même qu'on puisse organiser la filière. Bon, au niveau de la Chambre d'agriculture, bon, ils ne sont pas trop motivés là-dessus, parce que ça demande un...
Ouais, faut investir. Bah, ouais, c'est sûr, c'est des filières un peu marginales, etc. Mais à force, tu vois, de les remettre au goût du jour, Mais ça va venir, c'est hein. ça. Ça va Ouais. venir. Pour moi, ça va venir soit naturellement ou de force. Vu la situation aujourd'hui Mondial. mondiale, je pense que l'île de Guadeloupe, il faudrait qu'ils pensent sincèrement je dirais pas autonomie alimentaire, ça vient pas comme ça, mais il faudrait un moment qu'ils Ouais. pensent déjà À changer la balance. à Hein, changer la balance ouais, parce que ouais, ça va devenir de ouais, force. ouais. On sent que Ben, on a ça va souvent devenir. des politiciens qui viennent annoncer ça et disent bon, bah, autonomie alimentaire, mais finalement, dans les faits, bon, bah, les fonds sont toujours quand même fléchés sur des projets d'importation, des grosses structures de Oui, 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 ça continue pareil. redistribution. Et après, je dis pas, il y a quand même plein d'initiatives hein, locales, mais c'est vrai que j'entends souvent ce que tu me dis hein, par Mm. rapport à la Chambre d'agriculture. C'est pas forcément évident d'aller lancer des choses. Mais moi, je Mm. crois beaucoup au. Bon, après, ils s'alignent et ils aident quand ils voient justement, tu vois, toi, tu es un moteur là-dedans, quand ils commencent à voir que le travail de fond Oui, a parce été que fait. oui, parce que j'allais Là, le ça dire, peut. je peux pas, personnellement, je peux pas critiquer les hommes politiques parce Mhm. que, je veux dire, jusqu'à présent, par exemple, mon projet a déjà reçu des aides de la région pendant Ouais, 2 fois. ouais. Et je reconnais, c'est parce que c'est M. Chalus, il a compris quelque chose. Quand je l'ai rencontré, le courant est passé, Mhm. il a compris quelque chose. Et puis, je reconnais Ouais. que la région m'a aidé pendant sous 2 ans, 2 fois Ok, super. 30 000 euros. Mais M. Chalus m'avait dit que chaque année, il va continuer sur ce projet-là parce que je lui ai expliqué, c'est pas la peine d'injecter 150 000 euros comme ça dans le manioc. Il faut amener ça Progressivement. progressivement en fonction de la demande. Mais après, je crois au niveau politique, c'est compliqué, c'est complexe parce que j'ai senti comme s'il maîtrise plus, M. Chalus maîtrise plus son équipe. Ils Ah. sont déjà un peu, c'est déjà conflictuel, celui-là veut prendre le pouvoir, celui-là veut prendre tout ça. Ouais, c'est les cycles Mhm, d'élection mhm. aussi qui font Alors, du que. coup, Ouais. ils ont coupé les, Ah, ok, les aides. ils ont coupé les aides pour Ouais, moi. Mais au départ, ouais, M. Chalus, il avait pris les choses à bras de corps et chaque année, il était question ah, qu'il ouais, me donne, ouais. en fonction des besoins, un peu, pour qu'on puisse Ah, mais c'est faire monter bon, l'activité. c'est bon à savoir. Quand je parle de technologie, faire monter l'activité, je me dis, par exemple, il y a ce qu'on appelle la semoule de manioc. Mhm. Autant que les gens ne vont pas consommer la farine de manioc, mais s'il y a une technologie où on arrive à faire la semoule de manioc, les gens vont consommer Ah ça. oui, ouais, Les ouais. gens vont consommer ça. Aujourd'hui, j'achète la semoule de manioc dans les mains des Asiatiques. Ah, Mais les gens consomment ça. Ah Alors, ouais. alors je me bats en disant, mais si on Ça, introduit cette technologie, chez disons nous. chez moi ou en Ouais, Guadeloupe, ouais, ou disons chez moi parce que je suis dedans, ouais, ouais. je suis obligé de me défendre, je le fais chez moi, ça va relancer la culture du manioc. Mhm. C'est-à-dire que comme les gens vont consommer ça, les planteurs aussi vont se mettre en place. Parce que c'est ça aussi le problème. Le manioc n'est pas assez consommé comme on le pense. C'est-à-dire un planteur qui va planter 1 hectare de manioc, arrivé à la récolte, il est embarrassé. Parce que la Ah, trop. technologie qu'on... Après, Ouais. c'est trop. Ça veut dire que la technologie est trop, qui pour transformer le manioc est trop lent et la consommation du manioc Est trop faible. est trop faible. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a planté la première année 1 hectare de manioc, il va se retrouver à galérer pour à vendre le manioc. Ah ben, l'année suivante, il va faire Un 1/2 hectare. Ensuite, il va descendre à 11 hectares. C'est un peu des difficultés comme ça. C'est pourquoi j'aimerais bien... Profite vraiment de cette discussion, pourquoi je parle comme ça assez Ouais, ouvertement, ouais, c'est pour enclencher ce dialogue entre nous, pour que je puisse aussi comprendre les choses. ouais. Il faut clencher, c'est-à-dire entre ceux qui travaillent le manioc, les décideurs Mais complètement. politiques, qu'on parle franchement, mais tous les mouvements syndicaux au pays, qu'on puisse s'asseoir, qu'on parle, parce qu'eux aussi, ils ont le même discours, autonomie alimentaire, mais quand je regarde le réflexe de tout le monde consomme beaucoup l'extérieur, tout ça, tout Puis ça. c'est beaucoup vraiment, comme tu dis, quand tu rentres dans le sujet et que tu trouves des clés comme ça. Parce que tu Oui, te dis, mais là, on ne le consomme pas. C'est la question que je te posais tout à l'heure. C'est vrai que le bocal de farine, on ne sait pas quoi en faire. Là, tu trouves le produit, la technologie qui va avec peut-être. et qui pourrait tout enclencher en fait. Tout enclenché, que les gens pourront consommer, que les gens consomment. Les gens vont consommer. Par exemple, moi, je vends la cassave une seule fois par semaine. Mais toute la semaine, les gens consomment chez moi des crêpes à base de manioc, ils Hmm. consomment des wraps à base de manioc, plein de produits que j'ai mis en place et les gens le consomment chez moi. Mais je ne peux pas dire
à l'heure que je parle, que je peux vous donner cette recette et aller chez vous et le réaliser. Je sais que c'est pas comme ça. Et est-ce que tu as pensé, vu que toi tu sais le faire, à commercialiser tes crêpes ou tes wraps, à les distribuer? Par exemple, tu les prépares à l'avance, tu les vends en paquet ou en... On n'est pas encore à cette étape-là, ça. D'accord. On n'est pas encore à cette étape-là. C'est pas vrai. Allez dire ça. Par exemple, on voit les crêpes qui sont vendues partout, les galettes qui sont vendues partout. Il faut reconnaître que c'est une industrie. Il commande sa matière première du Brésil, qui lui vient, enfin je dis Brésil, mais l'Amérique du Sud, et il peut produire à cette quantité-là, permettre à les gens de se mettre au rond-point et de vendre. Aujourd'hui, à l'heure que nous parlons, la Guadeloupe n'est pas encore prête pour ça. On n'a pas encore de manioc planté déjà pour ça, et on n'a pas la technologie qui nous permettrait de faire ça. Alors, il faut qu'on dise les choses. Et en même temps, il faut critiquer personne. Je reconnais le travail que fait l'entreprise qui vend ça. Il crée pas mal de travail avec ça. Je dis chapeau, il faut qu'on arrive là. C'est pas du manioc local. Non, c'est pas du manioc. C'est pas une question de manioc local, pas manioc local, hein, mais je veux dire, c'est pas un manioc qui, si tu veux, il a pas si tu lui amènes la manioc fraîche comme ça du pays, il saurait rien faire avec parce qu'il a pas, c'était pas, quand il a pensé son activité, ça n'a pas été pensé pour le manioc local. Et je comprends, chacun de nous avons une démarche économique, nous avons une philosophie, c'est tout à fait normal. Oui, et puis chaque acteur a sa place, dans le sens où ça a le mérite de faire connaître aussi le produit et qui meurt pas. Voilà. Ouais. Et puis ça crée de l'emploi. Et ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. C'est déjà son activité. C'est déjà pas mal. Comme tel, c'est déjà pas mal. Mais en Guadeloupe, je dis que nous ne sommes pas encore à dire qu'on va faire des crêpes, on va mettre un sachet, tout ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est pas vrai. Par où on devrait commencer ça, d'après toi? C'est quoi, en fait, il faut... Parce que c'est compliqué. C'est qu'il y a les planteurs, il y a la technologie qui coûte cher. Par exemple, si on veut faire de la semoule, j'imagine ça prend une machine. Oui, c'est des machines. Et puis derrière, il faut la distribution, il faut les gens. D'après toi, par où on devrait commencer ça? Ça, pour moi, je le commence là maintenant. Il faut créer le dialogue. Il faut créer le dialogue entre, par exemple, ceux qui s'occupent des chambres, des petites entreprises, des moyennes entreprises, ceux qui vraiment, les politiques qui veulent vraiment qu'on puisse développer quelque chose de local. Il faut commencer, c'est par exemple, je crois qu'ils ont créé une unité de agro-transformation sur le territoire des Abîmes. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire tu crées ça, c'est créé et te dit de venir dedans, de venir travailler. Et puis souvent, moi j'ai pas été, je vais être honnête, mais pourquoi j'ai pas été, je pense que ça va pas répondre à mes besoins. C'est pas, alors je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est souvent cette méthode-là ça qui est employée, quoi. D'accord. Je pense qu'autour du manioc, il faut quand même qu'il y ait une réflexion de territoire, quoi, enfin, avec tous les acteurs, etc. Et qu'on soit honnête, sincère dans cette réflexion avec des gens qui ont vraiment envie qu'on puisse développer l'activité. Ouais. Il faut qu'on soit beaucoup sincère, quoi, là-dessus. Je pense que c'est par là que ça commence, hein. Intéressant s'il y a des décideurs qui nous écoutent. Comment c'est il y a tout un travail à faire. C'est super intéressant. Comme quoi, vraiment en commençant à la racine, en plus pour le dire, hein, on arrive à créer des choses intéressantes. À propos de racines, tu as parlé là dans ton parcours, à un moment donné, tu t'es inscrit vraiment dans la religion, c'est une religion rastafarienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans tout ça? Et aussi, je suis content et en même temps surpris de voir parce que on a souvent le cliché des Rastas qui sont complètement anti-système, de dire moi je fais mes choses à l'écart du gouvernement, etc. Toi, tu as gardé évidemment ta culture, ta foi, ta religion. Et en même temps, tu fonctionnes dans le système en utilisant les fonctionnements du système. Comment tu agences tout ça? Oui, en fait, Rastafari, avant tout, c'est pas une religion, mais c'est une mode de vie religieux. Il y a une différence, c'est une mode de vie religieux. Et puis, comment je pourrais dire, est-ce que je peux dire, attends, je ne sais même pas parce que la question a été longue, beaucoup réfléchir à ce que je veux dire, mais je vais parler de moi étant Rastafari. Alors, comme je dis, c'est un mode de vie religieux. C'est pas en religion, je fais pas partie de religion, mais c'est une mode de vie religieuse où tu te dis, moi-même étant qu'homme, j'ai voulu porter un changement radical dans ma vie.
c'est-à-dire purifier ma vie, aller vers l'insainteté, essayer de toujours faire penser positif, faire des choses bien, faire des choses correctes et être un homme exemplaire aux yeux de tout le monde. Mhm. Et le faire avec beaucoup de sincérité et détermination. Après ça, chaque homme vit leurs affaires au Rastafari comme ils veulent. Mhm. Chacun, tu te sens Rastafari, tu t'exprimes, tu fais les affaires comme tu veux. Par rapport au système, moi je me suis toujours dit, par exemple, étant que Rastafari, je ne peux pas travailler dans un système. Dans un système qui va broyer l'autre, dans un système qui va toujours humilier l'autre, qu'il faut toujours avoir plus, qu'il faut toujours aller. Mais je vais travailler, il faut un système. Oui, pour Il faut un travailler. système. Ouais. Alors, je travaille dans un système où je réponds aux besoins pour tous, que je deviens un homme utile à travers ce que je fais, que ça répond aux besoins utiles de l'homme. Ma démarche n'est pas forcément celui de vouloir m'enrichir, gagner de l'argent pour être dans en fait, le m'as-tu vu, en fait, à Ouais, faire bien sûr. croire. Ça a été pas le but. Étant que homme Rastafari, l'homme qui parle devant vous, j'ai été toujours dans une démarche de vouloir faire des choses utiles à Pour le- l'humain, utile à l'humanité. Mhm. Ça dit des fois, c'est pourquoi des fois j'aime pas trop m'enfermer dans la Guadeloupe, j'aime pas trop m'enfermer comme ça. J'aime bien avoir une ouverture sur l'humain, en fait. Ouais. Qu'est-ce que nous devrions apporter pour faire avancer l'humain, pour faire avancer l'humanité. Excellent. Rastafari, avant tout, C'est ça. nous devrions jouer ce rôle-là. C'est ce rôle-là, ça nous devrions jouer. Ça, je dis souvent, là, des fois j'entends ça, mais souvent nous devrions être de la police, nous devrions être des gens dans les mers, dans les décisions. Si vraiment on respecte vraiment l'esprit de Rastafari, on pouvait se retrouver dans toutes les fonctions. dans toutes les fonctions. Ouais. Les fonctions. Le but, c'est pas refuser les choses, mais aller vers les choses et imposant cette manière d'être, cette manière de vivre, cette conscience, en fait, de faire les choses bien pour les autres, positives. Voilà, ne pas convoiter celui des autres, respecter la valeur des autres, respecter tout le monde. Et je pense avant tout, moi personnellement, c'est comme ça que je vis Rastafari, quoi. Mais, enfin, je ne fais pas de comparaison, quoi. C'est chacun... Ouais, mais c'est clair et en fait, c'est assez universel. Moi, c'est assez universel et en respect de la nature. C'est pourquoi, par exemple, quand je fais un métier comme la transformation du manioc, je me sens toujours en harmonie avec la nature, parce que tout ce que je fais, je remets à la nature. Ça veut dire, quand je dis je ne pollue pas la nature, on sait que toujours, on va avoir à manger, ça va pousser, ça va... T'es dans l'abondance de ce qui pousse autour et de... Voilà. C'est un peu, écoute, c'est la philosophie qu'on a ici aussi, hein, le côté, on peut enfin, il faut même avancer toujours avec les humains, pour les humains, parce que par exemple, nous, on travaille dans l'environnement, et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans l'environnement, mais qui étaient derrière un ordinateur, stressés, et qui finalement ne vivaient pas l'environnement qui est autour, tu vois. Et en fait, c'est super important, effectivement, d'être toujours, dans quoi qu'on fait, qu'on fasse, d'être dans l'aspect positif et le respect de chacun. Et en fait, c'est une aventure humaine, hein, la vie. Oui, penser à la vie de demain, des hommes de demain, créer un monde futur, c'est ça avant tout. Exact, penser le long terme. On a une nouvelle séquence dans le podcast et on va changer la musique. On va voir la musique qui arrive. C'est une séquence, alors ici, cette fois, c'est une séquence info ou intox. Je ne l'ai pas inventé, ça existait déjà dans une autre émission. Donc, je te donne des phrases et tu me dis info ou intox et t'expliques pourquoi en quelques secondes. D'accord. Ok. D'accord. C'est parti, séquence info ou intox. Ok. Est-ce qu'on peut être rentable en étant dans une entreprise locale, en cultivant des façons de faire artisanales et locales, sans pour autant faire exploser les prix? C'est compliqué. C'est compliqué parce que les prix ne dépendent pas de nous, artisans. Ça ne dépend pas du prix. Comment je peux expliquer ça? C'est comme moi, par exemple, on peut me dire, moi-même, quand je vends de l'amidon 25 € le kilo à mes clients, moi, je leur dis, c'est cher. Ouais. Je reconnais que c'est cher. Ouais. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est le prix du manioc, le prix du marché, le prix de l'électricité, le prix de tout. Ouais. Quand tu additionnes tout, tu ne peux pas aller en bas de ce prix-là. Tu ne peux pas aller sans quoi tu vas travailler.
Donc ça reste une vérité. Ça reste une vérité. Tu peux pas descendre les prix. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Très bien. Le manioc peut remplacer le blé. Non, je dirais que le manioc, c'est le manioc. Le blé, c'est le blé. L'un ne peut pas remplacer l'autre. C'est pas vrai. C'est-à-dire les choses qu'on peut faire avec le blé, on ne peut pas forcément le faire avec le manioc. Et les choses qu'on fait avec le manioc, on ne peut pas forcément le faire avec le blé. Ils ne peuvent pas être remplacés. Mais il peut être aussi Combiné. en combiné ou en, je sais pas, le mot c'est pas concurrence, hein, mais je veux dire les deux ils ont leur place tout simplement. Les deux ont leur place. Voilà. On ne peut pas être sportif de haut niveau et vegan. Ça, oui, non. Moi, c'est faux. J'ai vécu ça énormément parce qu'à l'époque, j'ai commencé la compétition dans les années 2000 et 2004. À l'époque, il n'y avait pas ça, quoi. Il y avait pas, les gens ne connaissaient pas encore vegan, végétarisme. J'ai eu beaucoup de difficultés des fois sur la ligne de départ pour me laisser prendre le départ. Ça Ah fait ouais? 10 ans, par exemple, tu fais une course de 270 km, tu es vegan, tu ne manges pas de viande. Est-ce que tu ne vas pas tomber? Est-ce que tu ne vas pas faire Ah des ok, temps? les organisateurs te disaient... Voilà, j'ai eu ce problème-là, ça. Waouh. J'ai eu beaucoup ce problème-là, ça, au début. Mais après ça, les grands sportifs, ils ont cassé ce rythme-là. Les gars comme Djokovic, par exemple, je le citerai beaucoup en exemple. Des gars comme Djokovic, il est vegan, il est sans gluten. Ils ont cassé ce mythe-là. Et aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de sportifs sont véganes. Sont véganes, Beaucoup. ouais. Et donc toi, tu en es la preuve et tu as fait partie des gens qui ont diffusé ça aussi. Voilà, voilà. Ok, intéressant. Info ou intox, les Rastas n'aiment pas travailler. Non, ça me fait rire. Mais il y a une confusion. C'est parce qu'il y a une confusion qui s'est créée. Et souvent, les gens, surtout, je sais pas, oui, je dirais les gens, ils ont toujours mis en avant l'homme, il voit avec les longs cheveux qui déambule au bord de la route et il dit ça serait, ah ouais, Rasta, tout ça. Mais je crois que c'est un talk, c'est pas vrai. C'est exact. Pas vrai. Bon, moi, je connais. On le voit. Oui. Et On le voit. mais c'est les gens qui véhiculent ça, parce qu'ils mélangent tout. Ils voient un jeune ou bien un homme avec les longs cheveux qui déambulent. Pour eux, c'est un Rasta, mais c'est juste qu'il a des locks, mais c'est pas un Rasta forcément. Je peux pas je sais pas qui je suis pour dire que ce n'est pas un Rasta. Mais c'est pas le modèle, c'est pas le modèle. Moi qui ai père d'enfant, je dis, mon enfant, si ça tu veux suivre, laisse tomber l'affaire, quoi. Ouais, bien sûr. Puis tu as vécu dans un village en autonomie, j'imagine que pour vivre en autonomie, il faut bosser, quoi. Il faut planter, il faut... C'était ça, en fait. C'était ça, il faut bosser. C'est-à-dire, il y avait une conviction qu'on touche rien de l'industrie. C'était ça, en fait. Tous ceux qui étaient dans ce village, c'était ça, en fait. On touche rien du tout. Alors, tous les jours, il fallait bosser. C'est les boulots. C'est là. Ça doit faire travailler aussi, parce que tu réalises que tout ce qu'on a comme ça, on descend, on achète une baguette, on achète ci, on achète ça, c'est facile. Mais quand tu dois faire les choses toi-même. C'est comme si pour moi, j'ai vécu pendant 4-5 ans en Guadeloupe dans un État indépendant. C'est bien comprendre le truc. Nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes un État indépendant parce qu'on ne touchait rien de la société, quoi. Alors, c'est comme si on était en État pendant 5 ans. Pour moi, c'est ça qui a inspiré tout ce que je fais aujourd'hui. C'est là parti. Nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes un petit État indépendant. On ne touche rien du tout. Vous étiez nombreux? On était 6-7, pas nombreux. Ok. 6-7. Beaucoup sont passés. Ok. Mais 6-7. À rester comme ça toutes ces années, Mais beaucoup sont passés quand même. Et tes amis de l'époque, là, est-ce qu'eux aussi qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont créé des choses ou... Difficile à en parler. Ok. Difficile à en parler. D'accord. Ouais. Bon. Très bien. Écoute, Woody, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment un plaisir. Alors on en profite pour mettre en avant tes activités. Si ceux qui nous écoutent veulent aller visiter ton restaurant, comment est-ce qu'ils font? Tu as une page? Où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Alors pour le moment, j'ai une page Google, il y a une page Instagram et une page Facebook que je mets à jour tout le temps, j'en parle tout le temps. Et si les gens veulent venir, c'est à Fouché-Sainte-Anne, le lieu c'est Fouché-Sainte-Anne. Il y a un numéro de téléphone 06 90 17
04 05, je sais plus, je laisse toujours. On mettra aussi les liens, ouais. Mettre, et dire aux gens toujours réserver. Pourquoi? Parce que on limite un certain nombre de personnes. Et puis, la qualité de la nourriture qu'on prépare, il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage. En fait. C'est pourquoi je demande toujours de réserver. Comme ça, on a une tendance. Si c'est 20 personnes, je sais que je prépare pour 20-25, mais pas qu'il y ait de gaspillage, quoi. Moi, je voulais venir avec 4 personnes demain. C'est trop tard pour réserver ou c'est bon? Il y a de la place. Demain, c'est quoi? Samedi, il y a de la place. Parce que ça va dépendre. Il y a des moments, ça se remplit vite. Il y a des moments qu'il y a de la place. Toujours appeler. Parce que ça dépend. Ce n'est pas tout le temps complet. Des fois, c'est complet, mais des fois aussi, il peut y avoir de la place le jour même. Excellent. Il y a un nom spécifique qu'il faut taper pour trouver sur Google? Notre petit restaurant s'appelle Encore Widi et Jackie. Pourquoi Encore Widi et Jackie? Jackie, c'est ma compagne, c'est ma femme. Et on a donné ce nom-là parce que nous sommes deux à créer cette structure-là. Ça, c'est avec ma femme qu'on a fait ça. On s'est battu à fond à deux pour faire ça. Et c'est pourquoi qu'on a cherché un nom. On s'est dit, Encore Widi et Jackie, c'est nous. Tout simple, voilà. Tout simplement. Voilà. Excellent. Écoute, merci beaucoup Widi. Je te souhaite du succès pour la suite. Merci. Et puis qu'on va réussir à structurer une filière... une filière manioc en Guadeloupe. C'est parti pour. Ouais. Je bosse pour ça. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je tiens mes fichiers de planteurs. Avec mes planteurs, je travaille avec mes planteurs, je tiens mes fichiers et je pense... Moi, je suis parti pour. Ça fait des années que je travaille pour ça, mais c'est des choses qui sont longues. Il ne faut pas assez long. Ouais, c'est ça. Ça ne se met pas en place comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça va venir. Ça va venir. Si on peut aider, on le fera. Merci. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. C'était Régénération Caraïbes qui est produit par Philao Ingénieur Conseil. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Régénération Caraïbes, le podcast.